Merci beaucoup François de m'accorder un peu de ton temps pour cette interview sur ma chaîne. Avec plaisir. Je voulais parler de ton nouveau livre que tu viens de sortir chez Guérin, qui s'appelle Himalayan Business, donc dans les secrets de l'industrialisation de l'Himalaya. Et c'est une question qui m'est souvent posée sur la chaîne par mes abonnés suite au film d'Inoxtag. C'est montrer au grand public qu'il y avait beaucoup de monde en Himalaya et que ça pouvait poser des problèmes, des bouchons, des problèmes de pollution. Et ton livre, c'est une vraie enquête journalistique, puisque tu es journaliste, sur ce phénomène. Et donc, je voulais te poser quelques questions, puisque j'ai lu ton livre récemment. Et déjà, la première chose, c'est que donc, cette terre industrielle, elle est prise en charge par les Népalais, qui un peu ont pris leur revanche, entre guillemets, sur les agences occidentales qui ont verrouillé ce business pendant très longtemps. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu parles de l'emploi d'oxygène, de cordes fixes, et que les Népalais ont un style proprement qui s'appelle le style népalais, qu'on a vu au K2, la première hivernale du K2 en 2020 avec Nimsdai. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les Népalais, pourtant, sont un peuple qui vivent à haute altitude, qui aurait les capacités physiques pour réaliser des grandes choses en style alpin, en style traditionnel, et être vraiment sur le devant de la scène de l'alpinisme technique. Mais finalement, ils revendiquent un style lourd, expéditionnaire, comme dans les années 1950, au tout début de la conquête de l'Himalaya, finalement. Je crois que les Népalais, ils ne sont pas dans une revendication de performance. Les Népalais, ils sont dans le pragmatisme. On est dans un des pays les plus pauvres du monde. Avec des gens qui sont là pour faire des carrières, pour gagner de l'argent. Ils ont compris que pour offrir les sommets aux clients occidentaux, asiatiques, du monde entier, les riches clients du monde entier, il fallait les assister. Alors ils ont développé les techniques qui ont été inventées par les guides occidentaux à la fin du XXe siècle, à partir des années 80-90, et ils les développent et ils les ont poussés à leur maximum d'efficacité. Ils sont là pour bosser, ils ne sont pas là pour faire de la performance. Quelques-uns d'entre eux, petit à petit, peuvent trouver un petit peu de temps pour aller éventuellement faire quelques premières techniques, mais c'est rarissime, on les compte sur les doigts d'une main. Ces dernières années. Et le reste du temps, ces Sherpas sont des travailleurs d'altitude, ils ont des grosses boîtes, les nouveaux patrons des grandes agences népalaises sont des gens qui gagnent énormément d'argent. Ils ne sont pas là pour faire du tourisme, ils sont là pour gagner leur vie. Et il y a une demande extraordinaire qui vient du monde entier. Les gens sont prêts à débourser 50, 60, 100, 200 000 dollars pour s'offrir le toit du monde, la gloire et l'aura qui va encore et toujours avec. Donc les Népalais, ils poussent leur avantage, et j'ai envie de dire, ils ont bien raison. Et finalement, ce qui est aussi intéressant, c'est que bon, les Sherpas, c'est à la fois un peuple et à la fois un mot courant en népalais pour désigner les porteurs d'altitude. Oui. Mais c'est un peuple qui vit entre le Népal et le Tibet. Et ce qui est marrant, c'est que la personne qui a porté le Népal sur le devant de la scène, c'est Nirmal Purja, qui est népalais, mais qui n'est pas Sherpa, qui vient d'une autre partie du Népal. Et pourtant, c'est lui qui n'est pas alpiniste de base, il était dans les forces spéciales, comme tu l'expliques très bien dans ton livre, et il s'est mis à l'alpinisme, mais il n'est ni Sherpa, il n'est pas alpiniste, rien ne prédestiné à être la figure de proue de l'alpinisme népalais, et pourtant c'est lui qui... Nimsdai, il est effectivement pas Sherpa, mais il a tout appris des Sherpas. C'est-à-dire qu'il a fait une formation accélérée en suivant les grandes agences, et notamment Seven Summit Treks, qui est le leader aujourd'hui, qui est tenu par des Sherpas qui eux-mêmes ont fait des décennies de plus de 20 ans d'expédition. C'est les premiers Népalais qui ont fait les 14 000, et c'est eux qui ont créé ces agences et qui ont tout appris à Nimsdai. Donc effectivement, Nimsdai qui a popularisé la figure des nouveaux boss de l'Himalaya, les nouveaux boss des 8000, que sont ces patrons d'agence, et d'ailleurs Nimsdai a lui-même créé son agence, donc ils ne sont pas forcément Sherpas, ils sont plus identifiés en tant que tels. On oublie un petit peu cette image des Sherpas, ce cliché qu'on avait depuis plus d'un siècle et demi, depuis la conquête de l'Himalaya, de ce peuple un peu docile, un peu souriant, un peu bébête, il faut bien dire ce qui est fidèle à son maître occidental. Tout ça est balayé. Aujourd'hui, on a une génération de Népalais qui ont fait des études ou qui ont tout appris sur le tas en faisant des dizaines et des dizaines d'expéditions, qui n'ont aucun complexe, qui avancent, et Nimsdai est l'un de leurs représentants, mais ce n'est pas le plus important.
Et effectivement, les patrons restent globalement quand même tous d'ethnie Sherpa, alors plus seulement de la vallée du Khumbu, mais aussi d'autres vallées, la vallée de Makalu, d'autres vallées. Et puis le business se développant à marche forcée, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de monde, à la fois sur les 8000, mais aussi sur des 7000, voire des 6000 qui deviennent des sommets très courus, très commerciaux. Donc il y a besoin de main-d'œuvre. Et là, effectivement, aujourd'hui, les Sherpas font travailler de plus en plus d'autres ethnies népalaises qui ne sont pas spécialement des gens qui ont grandi à très haute altitude ou qui ont les caractéristiques physiologiques des Sherpas. Mais on n'est pas très loin de l'histoire de manière très accélérée, on n'est pas très loin de ce qui s'est passé dans les Alpes. Aujourd'hui, pour être guide à Chamonix, il y a longtemps qu'on n'a plus besoin d'être né dans la vallée. Il y a des grands guides qui viennent de la côte ouest. Il y a des grands guides qui sont nés à Marseille, qui ont grandi dans la cité et qui deviennent des guides. Donc voilà, on a un marché. C'est ça que je raconte en fait dans ce livre et c'est ça qui je trouve absolument incroyable dans l'histoire des 8000, c'est qu'on était là dans un milieu qui était le summum de l'aventure. Quelque chose depuis des décennies, depuis des siècles, ces hauts sommets de 8000 mètres étaient l'endroit le plus aventureux du monde. Aujourd'hui, c'est devenu le siège d'un business touristique, d'un travail, où effectivement on a tout un ensemble d'acteurs qui sont là, et y compris une génération de Népalais qui sont en train de bâtir des fortunes et des grandes affaires, et qui sont en mesure d'offrir le sommet de l'Everest ou le sommet d'un 6000 ou d'un 7000 à peu près n'importe qui est prêt à mettre l'argent qu'il faut sur la table. C'est un peu triste, mais c'est un constat. Et mon livre n'est pas là pour juger, mais simplement poser ce constat. Ce qui se passe en Himalaya depuis 20 ans, et qui s'accélère ces dernières années, depuis une dizaine d'années, est absolument incroyable. Et moi, ce qui est assez marrant, c'est que en même temps que j'ai lu ton livre, enfin j'ai fait une pause dans une lecture pour lire ton livre, pour préparer cette interview, et je suis en train de lire Everest 78 de Mazo. Donc je le dis pour ceux qui regardent la vidéo, c'est un très beau livre qu'il faut absolument lire. C'est donc Pierre Mazo qui a mené la première expédition française au sommet de l'Everest en 78. Et j'en suis au passage où il arrive au camp de base. Et donc tout le voyage à pied, le trek depuis Katmandou, c'est quasiment une ascension en elle-même, parce qu'en 78, encore plus. Alors déjà, l'Everest était déjà parcouru, c'est-à-dire qu'il explique qu'avant d'y aller, les autorités françaises de l'alpinisme lui disent bon, c'est pas très intéressant parce que l'Everest, il y a déjà plein de pays qui sont allés. Et lui il dit oui, mais les Français ils sont jamais allés. Donc déjà à l'époque c'était déjà devenu un peu banal. Mais le trek d'approche en 78, c'est un truc de fou. Et c'est vraiment une approche initiatique vers la montagne. Et toi tu montres dans ton livre que maintenant se développent aussi les trajets, non seulement au retour du camp de base vers Katmandou en hélico, mais même des fois, pour aller au camp de base, on enlève complètement le trek d'approche qui est pourtant fondamental dans l'esprit de l'himalayisme et dans l'esprit des pionniers. Forcément, dans ce phénomène de marchandisation finalement de ces grands sommets de l'Himalaya, on va se concentrer, les agences, qu'elles soient occidentales ou népalaises, elles vont se concentrer sur l'objectif final qui est le sommet, qui est la montagne, et vont essayer effectivement petit à petit de diminuer la part du voyage autour. Alors, le paroxysme est atteint dans les expéditions au Manaslu à l'automne, qui sont devenues maintenant traditionnellement des expéditions où les membres d'expé sont montés en hélico au début de l'expé directement au camp de base. C'est-à-dire qu'en quelques heures, ils sont de leur hôtel à Katmandou au camp de base du Manaslu. Et l'acclimatation se fait après. Et l'acclimatation se fait après. Et le retour se fait également en hélicoptère. Au point qu'il y a eu une quasi-révolte cette année dans les villages des vallées inférieures du Manaslu en disant mais on n'en peut plus de tous ces hélicos, alors que nous, quand on a quelqu'un qui est malade au village, on n'arrive pas à avoir une évacuation sanitaire. Il faut quand même voir le côté totalement hors sol de ce business himalayen qui se développe bien sûr sur l'Everest, mais de plus en plus sur d'autres sommets. Il y a quelque chose d'un peu choquant, moi je trouve, et c'est l'avis aussi de plein d'acteurs et d'observateurs de ce qui se passe en Himalaya. Je vais vous prendre un exemple. Le grand guide Jean Hannequin rentre juste d'expé commercial. On peut faire d'expé commercial vertueuse. Il était sur un sommet de 7000 mètres qui s'appelle la Punta Yunchuli. Et là, avec son expédition, avec des cordes, avec un certain esprit, un certain classicisme de l'alpinisme, on avait une expé lourde d'une agence népalaise avec 6 clients autrichiens, 11 Sherpas, l'oxygène D6002,
pour aller faire un sommet de Senbit-2, l'oxygène, les cordes fixes et la totalité des déchets foutus à la rivière. Et bien sûr, des transits en hélicoptère. Et donc il y a une surenchère dans une surenchère, et puis surtout il y a quelque chose qui nous rend tous terriblement tristes, tous ceux qui ont rêvé devant ces grandes montagnes, d'imaginer ce que c'est devenu, c'est un peu triste. La question se pose maintenant, et elle est importante pour les auditeurs de ton podcast, parce qu'on est entre gens qui aimons la montagne. Est-ce qu'on continue à suivre nos grands alpinistes quand ils vont faire de la perf sur les 8000? Moi, c'est la question que je pose. J'en ai parlé ouvertement avec Liv Sansoz, avec Benjamin Védrine. Quel sens ça a encore d'aller pour les grands alpinistes sur ces voies normales dans ces conditions-là? Moi, franchement, je me le demande. Voie normale, je suis d'accord. Il y a encore tellement de sommets à découvrir qui ne sont pas gravis, ou des faces qui n'ont pas été gravis. Rien qu'au Népal, il y a 90 sommets qui sont entre 7000 et 8000 mètres. 90 sommets. Il y en a qui ont été il y en a qui sont vierges, il y en a qui ont été grimpés une fois, deux fois, il y a des voies à ouvrir de partout. Même à un minuscule niveau, comme le mien, je suis un tout petit alpiniste, à 6000, il y a des choses incroyables à faire. Il y a des premières à faire, il y a des sommets faciles à faire, et surtout retrouver un certain respect de cette montagne et un respect des populations. Et je pense que c'est surtout un respect des populations. Surtout le voyage. Et le voyage qui est avec les populations, parce que les trajets en hélicoptère, ça enlève aussi du boulot touristique aux gens qui ont construit des lodges depuis les années 50-60 pour accueillir les Européens qui viennent faire des sommets. Et dans Everest 78, Mazo raconte que juste le moment où ils aperçoivent juste le bout du sommet de l'Everest au détour d'un contrefort dans la vallée du Khumbu, c'est une émotion immense et tout le monde s'arrête 2 heures juste pour regarder, parce que ça fait 3 semaines qu'ils marchent, ils ont encore 2 semaines pour arriver au camp de base, mais juste l'émotion de voir le sommet. Et alors, cette émotion-là, elle existe, mais vous savez comment on se l'offre aujourd'hui? À Katmandou, il y a des agences qui vous offrent l'aller-retour au camp de base de l'Everest à la journée, en hélico. Ça vaut 400, 500, 600 $. Mais l'émotion, elle vient du fait qu'on a marché 3 semaines avant. Et on a réduit cette émotion-là, qui était due à la grandeur du voyage et à son âpreté, à une émotion fugace qui est simplement celle du moment où on découvre le sommet. Et de faire la photo. Et de faire la photo, bien sûr, et de faire le selfie, évidemment. Donc, en l'hélico pose un patin au sommet du Kalapatar, au-dessus du camp de base de l'Everest. On a 1 minute, 2 minutes de visibilité de l'Icefall, de l'Everest, on fait un selfie, on reprend l'hélico, on s'arrête dans un resto au passage, et puis surtout reprendre de l'essence à Lukla, et retour à Katmandou le soir. Donc effectivement, l'émotion de découvrir soudain le sommet de l'Everest, elle reste entière pour l'être humain, mais elle est vidée de tout son sens à partir du moment où elle est faite de cette manière-là. Et il y a un autre point que je trouve très intéressant, et là on va raccrocher avec l'histoire de l'alpinisme, qui est un peu le sujet de ma chaîne. En 1820, il y a un accident sur le Mont Blanc, qui est devenu connu sous le nom de l'accident de la caravane du docteur Hamel, qui a été l'élément déclencheur de la création de la Compagnie des guides de Chamonix, qui est la toute première compagnie des guides de haute montagne créée au monde. Donc c'est une caravane avec un docteur suisse, je crois, ou allemand, je ne sais plus, qui veut absolument faire le sommet de l'Everest. Il embauche plusieurs guides. Les guides, à un moment, ne le sentent pas, ils voient la météo changer, ils voient les crevasses ouvertes, ils disent « bon, il faut mieux faire demi-tour ». Le client insiste parce que lui veut vraiment monter au sommet de l'Everest. Les guides à ce moment-là ne sont pas organisés en syndicat, c'est juste des guides, des gens de Chamonix qui font de l'argent en emmenant des gens au sommet du Mont Blanc. Il y a une avalanche qui tue 4 guides. Et ça laisse des familles avec des orphelins, des veuves dans la vallée de Chamonix. Et donc, suite à ça, en 1921, est décidée la création de la Compagnie des guides de Chamonix, surtout dans un but de protéger les guides et déjà de leur donner une caisse de secours, un syndicat pour aider s'il y a un accident, mais aussi de statuer sur la primauté du guide par rapport au client. S'il y a une décision à prendre en montagne, on doit écouter le guide parce que c'est lui qui connaît les risques objectifs. Et dans ton livre, j'ai trouvé fascinant de me rendre compte, ça je l'ai appris, je ne le savais pas, qu'il y a à peu près 5-10%, même pas 5%, des porteurs de haute altitude, des gens qui encadrent des expéditions sur les montagnes, qui ont un diplôme de guide avec le niveau de compétence, le niveau attendu similaire à des diplômes de guide occidentaux. C'est même moins que ça, ils sont très très peu nombreux. Les chiffres ne sont pas connus. Justement, on est en Himalaya aujourd'hui avec ce développement du tourisme de luxe, de haute altitude, avec
un terrain qui n'est pas bien normé. Donc on estime, d'après mes interlocuteurs, qu'il y a peut-être 3000 guides de haute altitude ou porteurs de haute altitude, travailleurs de haute altitude qui emmènent donc des gens qui encadrent des expéditions. Et voilà. Et sur ces 3000-là, il y en a une centaine seulement qui sont passés par une réelle formation, une formation qui est agréée par l'Union internationale des guides et qui a été d'ailleurs créée en partenariat avec les Suisses, avec les Français de l'ENSA, etc. Et cette petite proportion-là de guides, alors elle est très importante parce qu'elle diffuse son savoir et elle diffuse un petit peu ses enseignements, mais le reste des guides n'ont qu'une licence de Mountain Guide qui est donnée par l'État népalais et qui est décernée à quelqu'un qui a fait quelques semaines de formation très basique. Après, sur les voies normales, le travail est tellement maîtrisé et connu, il y a un tel apprentissage que tout roule en fait sur ces montagnes, et ces guides qui vont assister pas à pas leurs clients, parfois 2 Sherpas pour un client, et même à 7000 mètres, comme je disais tout à l'heure, vont avoir une connaissance parfaite, petit à petit, année après année, saison après saison, de ce qu'il faut faire et de la manière de diriger ces clients occidentaux ou asiatiques, etc. La question se pose du moment où on va sortir du cadre normal, c'est-à-dire où il va y avoir une tempête, où il va y avoir une énorme avalanche qui va enlever les cordes fixes, où il va y avoir une rupture d'oxygène, ce qui n'est pas forcément le cas parce qu'ils sont tellement bien organisés que la logistique suit derrière. Mais un jour ou l'autre, tout le monde le dit, tous les acteurs le disent, il va y avoir un gros carton quand on a 100, 200, 300, 400 personnes la même journée à plus de 8000 mètres, il y a un moment où ça risque quand même de coincer. Et bien à ce moment-là, on a tout un ensemble de professionnels népalais qui vont avoir beaucoup de mal à savoir se comporter sans la logistique, sans les cordes fixes, sans l'oxygène. C'est ça, c'est ce que tu expliques, c'est quand ils sortent du cheminement avec l'oxygène et dès qu'il faut déployer des compétences d'alpinistes pour réagir à l'imprévu, c'est quand même la base du métier, là effectivement ça pose des gros problèmes de sécurité. Et puis par ailleurs, très intéressant aussi la démarche sur cette lente culture du guide qui s'est créée dans les Alpes, dans tous les pays européens au départ, qui est quelle est la déontologie du guide, quel est son pouvoir, quel est son rapport au client. Là, on est dans la création d'un corps de guide ex nihilo extrêmement rapide au Népal, qui d'ailleurs n'arrive pas à décoller au Pakistan, au point que ce sont les Népalais qui colonisent complètement les montagnes pakistanaises. Donc, ce corps de guide népalais, il est effectivement soumis à une pression économique énorme. Et on l'a bien vu, ce que je raconte, c'est un des chapitres de mon livre, on l'a bien vu au Shishapangma en 2022, où on a une compétition entre guides sur fond de records de course aux 14 8000. Et pour l'instant, les Népalais ont encore un énorme travail à faire pour être en mesure de maîtriser ce qui se passe. Pour l'instant, on est surtout dans un rush vers le business et qui laisse peu de place à la réflexion et à... Mais c'est justement cet accident au Shishapangma qui m'a fait penser à la création des guides à Chamonix, parce que ce qui était central dans la création du corps de guide en Europe, c'était le guide doit pouvoir avoir le sang-froid par rapport aux attentes de son client, lui dire non et poser les jalons ok, il y a des risques objectifs, donc on n'y va pas. Et ce que tu montres, c'est que même, alors je me souviens plus si les guides impliqués avaient justement été diplômés guides de haute montagne. Ils ne sont pas des guides et en fait, c'est que ils se font, comment dire, ils se font obscurcir le jugement par le fait qu'ils ont un client qui est sur une tentative de record de vitesse sur les 14 8000, donc il y a de la pression, et justement la pression du client vient leur faire commettre des erreurs, ce qui était quand même la base de, quand on emmène quelqu'un en montagne, quant à la position du guide, c'est justement l'inverse qu'il faut Alors ce qui est étonnant, effectivement, il y a une pression du client qui a payé très cher pour s'offrir son 8000 ou son 14e 8000 en l'occurrence en 2022. Encore plus cher. Mais on est quand même très proche, et là aussi c'est fascinant, on est très proche de ce qui se passe en 1996 à l'Everest, où on a ces 2 guides néo-zélandais et américains qui se livrent à une concurrence. On est au tout début du business. Pour le coup, sont des guides dûment agrémentés. Et pour le coup, ils sont dûment, ils ont cette culture, et quand même, eux se font aussi bouffer par la pression du sommet, par la concurrence entre agences.
on vit aujourd'hui, les Népalais vivent aujourd'hui dans la constitution de leur corps de guide et dans la constitution de leur business des choses qu'on a vécues nous à l'échelle de plusieurs décennies, sauf qu'au Népal ça se passe en quelques années. Et c'est assez incroyable aussi, j'ai tenté de poser les étapes qui permettent de comprendre comment les Népalais petit à petit ont pris leur autonomie par rapport aux Occidentaux, et c'est assez incroyable de retrouver ces histoires de la grande avalanche de 2004 sur l'Everest qui aboutit au premier mouvement de grève des porteurs. Enfin, il y a une histoire assez incroyable qui est en train de s'écrire, qui continue à s'écrire, saison après saison. J'ai booké mon bouquin cet hiver. Ici, on ajoute la saison 2024, il y a encore plein de choses à ajouter. Ça va très très vite, ça continue à avancer. Et en parallèle, et peut-être on peut finir là-dessus, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'on continue à avoir, malgré ce contexte de marchandisation, de banalisation, de sécurisation des 8000, les gens qui sont là n'ont plus besoin d'être alpinistes, n'ont plus besoin de prendre de décisions, il n'y a plus d'autonomie. Il n'y a plus aucun... ils ne choisissent pas le moment où ils démarrent, ils ne choisissent pas le moment où ils prennent de l'ox, ils ne choisissent pas leur itinéraire, ils n'ont pas besoin de préparer. Tout est totalement organisé. Donc on sort du champ de l'alpinisme, et pourtant, aujourd'hui, les gens qui font l'Everest ou qui font un 8000 dans ce cadre-là continuent d'être considérés par notre société comme des héros ou comme des grands alpinistes. Le mot héros revient, le mot exploit revient systématiquement, alors qu'on est dans une marchandisation qui fait que les meilleures agences népalaises, aujourd'hui, assurent 100% de réussite à leurs clients. 100% de réussite. Ils ont 15 clients, ils vont monter 14 clients, systématiquement. Où est l'exploit et pourquoi est-ce qu'on continue à être fasciné par les gens qui montent là-haut et qui systématiquement vont rendre hommage à leur Sherpa, mais à l'ancienne, en disant « Ah, bah, ils ont quand même porté mes affaires, c'est grâce à eux ». C'est particulièrement vrai, on le ressent tout à fait dans le film de Inox Tag et Mathis Dumas, où on remercie ces Sherpas tellement gentils qui ont porté nos affaires. Sauf qu'en fait, on oublie de dire que s'il y a sommet, c'est parce que la voie a été préparée, l'accompagnement a été fait, toutes les décisions ont été prises par les Népalais qui ont offert le sommet à 300, 400, 500 chaque année occidentaux qui ont payé le prix fort pour s'offrir et qui pourtant continuent d'être considérés comme des héros à leur retour dans leur pays. Il y a un paradoxe, il y a quelque chose qu'il faut peut-être analyser et en tout cas nous qui nous intéressons à l'himalayisme et à l'alpinisme de haut niveau, il faut absolument arriver à faire la différence entre ce qui se passe sur ces voies normales de ces sommets les plus courus, et d'ailleurs les Népalais font ça aussi maintenant sur les Seven Summits, et Nimsdai emmène des clients au pôle aussi, ou à la Concagua, et les autres Seven Summit Trek a développé ça un petit peu dans le monde entier aussi. Il faut être capable de regarder en face cette activité-là, qui est un tourisme de haute altitude, pour riches clients, et tenter de bien tracer une différence avec ce qui se passe dans les expéditions autonomes. Je crois que c'est la question de l'autonomie qui peut faire la différence. Et commencer à regarder systématiquement ce qui se passe sur ces grandes montagnes à travers ce prisme-là. Économie de moyens, autonomie, respect des populations. Je pense que tout ça doit absolument devenir central dans notre manière d'observer l'himalayisme. Et ça vaut pour tous les niveaux. Du petit trekking peak jusqu'au chrono de nos stars sur les 8000. Et on en revient au nom de ma chaîne, du coup, Style Alpin. Style Alpin qui doit gagner encore ces lettres de noblesse. Voilà. J'ai entendu ce matin Mike Horn qui avec tout ce qu'on peut lui reprocher, qui lui est en mesure de définir clairement pourquoi son approche des 8000 elle reste respectable et elle reste une vraie aventure à partir du moment où il y a autonomie, pas de corde fixe, pas d'oxygène, pas de porteur. Là, on reste dans l'aventure. Sauf que, est-ce qu'elle est encore possible dans le cadre du développement du business? Ça devient de plus en plus compliqué. Après, voilà, il faut prendre des créneaux un peu différents que ceux utilisés pour les expéditions commerciales, peut-être, et puis aller chercher d'autres voies. Mais en tout cas, largement, pour moi, le mythe des 8000, en tout cas, est aujourd'hui sévèrement obscurci et en tout cas ne devrait plus avoir la puissance
de mythes qu'il a. Moi, je pense qu'effectivement, je trouve plus sensationnel, en tout cas comme annonce, en disant il y a des alpinistes qui ont gravi un sommet de 6000 ou de 7000, mais jamais gravi. Je trouve quand même que la symbolique de la première, d'être allé là où personne n'a jamais été, est devenue quand même plus fort que faire les 8000, tellement c'est devenu arpenté, etc. Oui, mais le film Kaizen d'Inoxtag en est la démonstration. On fait l'Everest dans ces conditions-là, avec une bonne réalisation derrière. On fait 40 millions de vues et le monde entier, et le pays entier, parce que des influenceurs comme Inoxtag, il y en a 10 par an à l'Everest. Hein. Donc l'histoire qu'on vit nous en France, on a l'impression de découvrir un truc incroyable. Il y en a un qui a fait un backflip au Japon, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Il y a chaque année, il y a des films sensations de jeunes youtubeurs ou influenceuses ou influenceurs qui vont aller au sommet. En tout cas, ce que ça montre, c'est que malgré tout ce qu'on vient de se dire là, le fait d'être allé au sommet de l'Everest fait de vous un héros. Pourquoi, comment est-ce qu'on est incapable de comprendre qu'on est non plus dans le champ de l'aventure, non plus dans le champ de l'alpinisme, alpinisme qui nécessite autonomie, on choisit son itinéraire, on porte compétences, capable de s'adapter aussi au changement, adaptation, échec. Savoir dire non et renoncer au sommet. C'est la base normalement. Je suis allé plein de fois dans ces montagnes-là et j'ai presque jamais réussi. Mais c'est pas grave, c'est ça l'alpinisme, c'est ça la montagne. Et tout ça n'existe plus dans cet himalayisme commercial. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter de considérer ça comme de l'alpinisme en fait. On est dans du tourisme. Tant mieux pour les Népalais qui peuvent développer une économie autour de ça. Attention aux dérives, l'hélico, les pollutions, les problèmes de sécurité qui vont être de plus en plus prégnants au fur et à mesure que le business se développe. Mais après tout, pourquoi pas. Par contre, arrêtons de parler d'alpinisme. C'est plus de l'alpinisme. Merci beaucoup François pour cet échange très intéressant. Et donc vous pourrez retrouver, je mettrai un lien en description pour ton livre Himalayan Business, toujours dispo chez Guérin. Absolument. C'est pas très long, mais c'est vraiment, si on veut comprendre ce qui se passe actuellement, si on veut comprendre ce qu'il y a derrière justement Kaizen d'Inoxtag, c'est vraiment intéressant parce qu'on apprend plein de choses et on se rend vraiment compte de ce qui se passe. Merci. Merci beaucoup.